Tous les samedis, de 9h à 10h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon, présenté par Juvénal Noël. « 7 jours à Lyon. L'info, c'est sur Radio Pluriel. » Mesdames et messieurs, bonjour et donc bienvenue à ce magazine qui sera consacré ce matin à la grève des avocats de France. Notre invité de ce matin s'appelle Maître Marion Tourné. Bonjour, cher maître. Bonjour. C'est pas courant pour nous de recevoir des avocats dans notre studio et je pense que l'actualité s'y prête aujourd'hui. Il est question de comprendre pourquoi durant toute une journée, une grève suivie de manière massive dans toute la France. Pourquoi ? Alors déjà, merci pour votre invitation. Pourquoi il y a eu une grève des avocats mardi, donc qui était effectivement une journée justice morte qui avait été définie par le Conseil national des barreaux, qui est notre instance représentative au niveau national, parce que déjà la justice ne va pas très bien depuis longtemps, et que le gouvernement a préparé un projet de loi de réforme de la justice avec différents chantiers. C'est un projet de loi qui est assez conséquent et qui pose de nombreuses questions sur la façon dont la justice va fonctionner à l'avenir si ce projet de loi passe. On parle de projet de loi, il n'y a même pas encore de loi, elle n'a même pas été votée. Non, pas encore. On a vu avec quelle force et mobilisation on parle de justice morte. Oui, parce qu'en fait, ce projet de loi nous a été présenté, soi-disant pour être soumis à la concertation et pour que nous, avocats, mais aussi magistrats et greffiers, qui sont évidemment concernés aussi par ce projet de loi, puissent s'exprimer et puissent donner leur avis. Mais en réalité, ce projet de loi est quelque part déjà ficelé, puisqu'il devait être, aussitôt qu'il nous a été communiqué pour information, devait déjà être soumis au Conseil d'État pour avis. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes mobilisés très rapidement, parce que ce projet de loi en l'état ne nous convient absolument pas et qu'il est impératif qu'aujourd'hui le gouvernement nous entende avant que ce projet de loi devienne une loi. C'est la première fois qu'on voit une telle force de mobilisation. Alors c'est pas tout à fait la première fois. Nous nous sommes notamment mobilisés très fortement, le barreau et puis la profession dans son ensemble, en 2015, notamment sur la question de l'aide juridictionnelle. Alors c'est vrai que c'est toujours des mouvements qui passent un peu inaperçus, les mouvements d'avocats, mais il y a quelques années, on avait déjà dû se battre sur la question de l'aide juridictionnelle, qui est une question assez récurrente. L'aide juridictionnelle, juste pour préciser peut-être pour les auditeurs, c'est la possibilité qui est permise pour les personnes qui ne disposent pas des ressources suffisantes de pouvoir bénéficier d'un avocat qui sera indemnisé par l'État. Je dis bien indemnisé, c'est-à-dire que c'est l'État qui fixe le montant de l'indemnisation qui sera fixé, qui sera versé à l'avocat. Ce n'est pas l'avocat qui fixe ses honoraires qui sont réglés par l'État. Et il faut savoir que cette aide juridictionnelle, aujourd'hui, le montant de l'indemnisation est extrêmement faible et qu'il y avait un projet de réforme du système de financement de l'aide juridictionnelle qui devait peser presque uniquement sur les avocats, alors que les avocats déjà contribuent à l'aide juridictionnelle en acceptant de travailler pour défendre des justiciables qui sont les plus démunis, avec une indemnisation qui est parfois assez ridicule. Et donc on s'était à ce moment-là mobilisé très fortement, avec aussi une journée de grève totale qui avait été organisée, mais qui était peut-être passée plus inaperçue parce que ce mouvement semblait concerner uniquement les avocats, alors qu'en réalité il concernait avant tout les justiciables. Donc, cette fois, ce n'était pas justice morte. Merci, cher maître, d'avoir accepté notre invitation d'être parmi nous ce matin. Mes auditeurs, ces informations et bien d'autres vous seront développées dans quelques instants. 7 jours à Lyon. Votre rendez-vous d'actualité proposé par Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes ensemble pour une quarantaine de minutes d'informations sur la rétrospective donc, de l'actualité qui s'est déroulée la semaine dernière dans la capitale des Gaules. Notre invité de ce matin est Maître Marion Tourné, présidente donc des syndicats des avocats de France. Une fois de plus, merci. Alors,
je me suis trompé sur votre... Non, c'est parfait. C'est bien cela. Et donc, comme on le disait donc, à l'entame, la grogne monte parmi les avocats. Donc, alors que le projet de loi de la programmation pour la justice 2018-2022 a été présenté mercredi au Conseil d'État, la journée donc a été estampillée justice morte par plus de 70 barreaux qui, pour certains, ont entamé une grève illimitée. Exactement, la grogne monte chez les avocats, mais pas que chez les avocats, chez les magistrats et chez les greffiers aussi. Donc nous, on avait une journée justice morte, donc mercredi. Il faut savoir qu'on a une nouvelle journée de mobilisation qui est prévue le 30 mars, et là qui est organisée par l'intersyndicale de la justice. Donc dans 6 jours. Exactement, vendredi prochain. Donc là, c'est à l'appel de syndicats avocats, donc notamment le syndicat des avocats de France, dont je fais partie, mais aussi l'Union des jeunes avocats, le syndicat de la magistrature, l'Union syndicale des magistrats, des syndicats de greffiers, etc. Donc c'est vraiment une mobilisation intersyndicale et interprofessionnelle parce que ce projet de loi nous interpelle tous, nous les professionnels de la justice, parce que il va y avoir un véritable affaiblissement des droits de nos concitoyens. Nous allons prendre quelques brèves et on vous retrouve dans quelques instants. Donc c'est hier, donc vendredi, que la 100e édition de la Foire de Lyon au Centre Eurexpo donc a commencé donc au programme donc 11 jours d'animation avec une exposition centrée cette année autour de la ville de Londres. Radio Espace vous propose donc quelques informations pratiques avant de vous y rendre. Donc Foire de Lyon sera donc ouvert donc tous les jours de 10h à 20h sans interruption. 2 nocturnes sont également prévues les 27 et 30 mars où les portes fermeront à 22h. L'accès est possible via le réseau TCL à partir du métro A ou du métro D. Le parking d'Eurexpo donc est mis à disposition des automobilistes durant l'ensemble de l'événement. Les organisateurs encouragent donc cependant à se servir de la plateforme de covoiturage mise en place par le Grand Lyon. Enfin, la billetterie est accessible en ligne avec un prix du e-billet inférieur au tarif sur place, soit 6 € pour 7,50 €. L'entrée est gratuite pour les enfants et les tarifs préférentiels sont appliqués aux étudiants, aux personnes utilisant le réseau TCL ou disposant d'un abonnement pâté, supplémentation d'un justificatif. Retour dans notre studio 91.5 de Radio Pluriel. Nous émettons depuis la ville de Saint-Priest. À l'entame, notre invité qui nous accompagne durant tout ce magazine est Maître Marion Tourné, présidente donc du syndicat national des avocats de France. Elle est venue parler de la grogne qui monte parmi les corps donc de la justice. Vous disiez tantôt que ce n'est pas seulement les avocats qui seront concernés par la grève prévue le vendredi 30 prochain. Oui, exactement. Il y a vraiment un mouvement de mobilisation qui est interprofessionnel parce qu'on est tous choqués par ce que prévoit le gouvernement pour l'avenir de la justice parce qu'il y a plein de points de ce projet de loi qui posent difficulté. Justement, on va parler de quelles sont les principales revendications aujourd'hui qui posent problème. Alors, il y en a beaucoup parce que ce projet de loi touche plusieurs aspects du système judiciaire. Il y a l'aspect procédure civile. Il y a notamment dans cet aspect-là, ce qui nous choque le plus, c'est la suppression des juridictions de proximité qui sont les tribunaux d'instance. Les tribunaux d'instance, ce sont ces juridictions qui traitent du contentieux qu'on va dire avec un faible enjeu financier, qui traitent aussi de contentieux liés par exemple au crédit à la consommation pour les personnes qui s'endettent fortement par ces crédits à la consommation. C'est la juridiction aussi qui s'occupe des questions de résiliation de bail quand des locataires n'arrivent plus à payer leur loyer. Donc aujourd'hui, ce qui est prévu par le projet de loi, c'est qu'on supprime ces tribunaux d'instance en tant que juridiction autonome et qu'on va en faire finalement des chambres déléguées du tribunal de grande instance, mais qu'on ne saura que plus tard par les décrets qui devront être adoptés pour mettre en application la loi, quels seront finalement les contentieux qui seront attribués à ces différentes chambres déléguées. Comme nous sommes aussi une radio de proximité, de manière concrète, de manière simple, l'auditeur qui nous écoute ce matin,
Qu'est-ce qui pourrait changer pour ceux qui sont dans ces genres de litiges-là? Alors ça va changer que, alors déjà pour l'instant on ne sait pas à quel tribunal ils vont devoir s'adresser. Aujourd'hui dans la région lyonnaise il y a 2 tribunaux d'instance. Il y a le tribunal d'instance de Lyon et le tribunal d'instance de Villeurbanne. Donc aujourd'hui par exemple le tribunal d'instance de Villeurbanne, on ne sait pas finalement, une fois que ce sera devenu une chambre déléguée, quel contentieux il va traiter. Ça veut dire que le justiciable ne saura pas s'il va aller à Villeurbanne ou s'il va aller à Lyon. De la même façon il va y avoir aussi une réforme des contentieux qui sont attribués aux tribunaux de grande instance, parce que ce qui est prévu dans la loi, c'est que quand dans un même département, on a 2 tribunaux de grande instance, par exemple dans le département du Rhône, on a un tribunal de grande instance à Villefranche-sur-Saône et on a celui de Lyon, il pourra y avoir une répartition des contentieux et une spécialisation d'un tribunal de grande instance. Concrètement, imaginons que dans le décret qui sera adopté, on prévoit que finalement, il n'y aura plus de procédure de divorce à Villefranche, mais qu'on va faire toutes les procédures de divorce à Lyon. Ça veut dire que tous les gens qui habitent à Villefranche et dans sa région devront venir jusqu'à Lyon pour faire les démarches pour leur procédure de divorce. Ça veut dire que ce qu'on craint concrètement, c'est un éloignement des lieux de juridiction des justiciables. Outre cet éloignement-là, qu'est-ce que cela changerait? Pour les justiciables ? Oui. Ça changerait aussi un manque de lisibilité, de visibilité, alors qu'au contraire, le gouvernement nous dit on veut faire une organisation qui soit plus claire pour les gens, mais en réalité, les gens ne sauront plus finalement vers quel tribunal se tourner. Ce qui va changer aussi, c'est que ce qui est prévu dans le projet de loi, c'est qu'on ait une dématérialisation assez massive des procédures. Ça veut dire qu'on va vouloir que les justiciables finalement fassent tout en ligne, sauf qu'on ne sait pas concrètement comment ça va se passer. Ce qui est prévu aussi, c'est qu'on n'ait plus pour un certain nombre de contentieux, qu'il n'y ait plus d'audience. Sauf si les gens le demandent, mais en même temps, le juge pourra dire, non, moi, même si on me demande une audience, je vais pas prévoir d'audience. Ça veut dire que concrètement, les gens ne viendront plus au tribunal pour exposer leurs demandes, exposer leur situation au juge, et que le juge pourra, comme ça, juste prendre des décisions sur la base de dossiers papier, alors qu'on sait bien que la justice, elle fonctionne aussi parce qu'il y a une interaction humaine, et c'est ça qui nous pose notamment difficulté, c'est qu'on va avoir vraiment une déshumanisation de la justice qui est au préjudice des justiciables. Comment peut-on arriver à ce genre de projet de loi? On en arrive là parce que c'est un peu ce qui se passe pour tous les services publics, c'est qu'on nous dit il y a des déficits publics, il y a plus assez d'argent, donc il faut réduire les coûts, et pour réduire les coûts, quelque part le gouvernement fonctionne un peu de façon très comptable et très gestionnaire. Donc pour réduire les coûts, on va faire moins d'audience, on va tout dématérialiser, on va regrouper les lieux de juridiction parce que on gaspille de l'argent avec plusieurs lieux de juridiction. Donc c'est parce qu'on a une logique uniquement comptable qu'on en arrive à ce type de projet de loi. À l'autre terme, en fait, on est dans une sorte de déshumanisation de la justice, en fait. Déshumanisation et même privatisation. Parce que ce qu'il y a aussi dans le projet de loi, c'est qu'on va obliger les gens, pour saisir le juge, à tenter une conciliation. Ce sera un préalable obligatoire parce que là aussi, c'est pour économiser les coûts. On veut que les gens aillent de moins en moins devant le juge. Donc d'abord, on leur impose une conciliation. Mais qui c'est qui va se charger de cette conciliation? Ce qui est prévu dans le projet de loi, c'est notamment à ce qu'il y ait des services en ligne qui proposent des services de conciliation et qui vous donne un peu des solutions finalement avec des logiciels, avec des traitements qu'ils appellent algorithmiques, pour que ces logiciels-là et ces services en ligne vous proposent une solution tout on va dire clé en main, sauf que ces services en ligne, je pense, seront payants. En fait, d'un côté, l'État semble vouloir réduire les coûts, et ça risque de peser du côté du portefeuille du justiciable. Ah oui, au final, ça va peser sur le portefeuille du justiciable parce que effectivement, si les gens ne peuvent plus aller devant le juge, on va leur donner finalement des alternatives qui sont des alternatives privées, donc qui va finalement peser sur eux. Et c'est là où effectivement, ça pose vraiment difficulté parce qu'on sait bien qu'il va y avoir toute une catégorie de personnes qui ne pourront plus avoir accès à la justice. Tout ce qui fait l'actualité lyonnaise. C'est avec une fleur de Venise que je viendrai prendre ta main. S'il me faut ramer du port de Nice, je braverai tous les requins juste pour un jasmin. Juste pour un jasmin. Juste pour un
jasmin. Si Venise est si belle, comme on me l'a dit, si elle est si splendide, comme on l'a décrit, ton plus beau cadeau d'amour viendra de Venise, ma doulou. Une balade vespérale le long des quais, ou sur une gondole royale, l'eau sous la pagaie, chantant avec le vent, l'amour qui fête le temps. C'est avec une fleur de Venise que je viendrai prendre ta main. S'il me faut ramer du port de Nice, je braverai tous les requins juste pour un jasmin. Juste pour un jasmin. Juste pour un jasmin. Et le ciel dégagé, la flamme du soleil, les tourtereaux en vol, le chant des abeilles célèbre avec candeur la joie de vivre des fleurs. Et tous ces gens qui montent, ceux qui descendent, les visages en vacances, la mine éclatante, disent comme les pélicans, la belle Venise nous attend. C'est avec une fleur de Venise que je viendrai prendre ta main. S'il me faut ramer du port de Nice, je braverai tous les requins juste pour un jasmin. Juste pour un jasmin. Juste pour un jasmin. Sept jours à Lyon. L'info, c'est sur Radio Pluriel. Nous retrouvons dans notre invité de ce studio qui est Maître Marion Tournet. Marion Tournet qui est la présidente du syndicat national des avocats de France. Elle est venue parler donc de la grève, la grogne qui monte, il monte très fort donc du côté des avocats et aussi de tous les corps qui gravitent tout autour de la justice. Mercredi dernier, c'est la journée déclarée justice morte. Un slogan assez fort, justice morte. Et effectivement, on a eu des symboles assez forts également. On a eu quelque part un cercueil, ce qui n'est pas toujours très plaisant, pour montrer le degré de gravité. Alors, avant notre production musicale, vous nous parlez effectivement de cette déshumanisation, ça c'est mon expression en fait, déshumanisation de la justice, où d'un côté l'État veut faire des coupes, c'est-à-dire réduire les coûts, et ça pèsera plus cher en fait du côté du justiciable. Dites-nous, de manière concrète aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez faire pour peser de votre poids pour que voilà, cette loi ne passe pas? On va continuer à se mobiliser, hein. S'il faut, on va continuer à organiser des journées de grève. On va continuer aussi à faire des actions symboliques. On va continuer aussi à discuter avec le gouvernement, hein, parce que il y a cette mobilisation dans les barreaux, mais évidemment que le Conseil national des barreaux, qui est notre instance représentative, est toujours en discussion avec la garde des Sceaux pour essayer de faire évoluer les choses. Il faut savoir qu'on a obtenu déjà notamment une avancée importante, parce que ce qui est prévu dans le projet de loi, c'était en matière pénale
la suppression de l'avocat obligatoire dans le cadre de ce qu'on appelle la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Pour faire clair, c'est le plaidé coupable. C'est une procédure pénale qui a été mise en place il y a quelques années et qui fait qu'en fait, la personne qui qu'on considère a commis une infraction et qui a reconnu cette infraction passe devant le procureur qui lui propose une peine et si la personne l'accepte, c'est soumis à l'homologation du tribunal. Et l'avocat est obligatoire dès le début de l'introduction de cette procédure. L'avocat était obligatoire parce que évidemment que le fait d'accepter une peine c'est quand même pas anodin et qu'il faut que la personne soit assistée d'un avocat. Et dans le projet de loi, donc ce qui était prévu, c'était que c'était la fin de l'avocat obligatoire dans le cadre de cette procédure de plaidé coupable. Et déjà la garde des Sceaux est revenue en arrière sur ce point. Si qu'effectivement de l'autre côté le gouvernement en place a ouvert le dialogue. Alors oui, mais il est un peu tard pour l'ouvrir, le dialogue, parce qu'il faut savoir quand même que cette réforme de la justice, elle a quand même été préparée au pas de charge. On n'est pas les seuls à le dire, il n'y a pas que les avocats qui le disent, il y a aussi les magistrats. Si vous regardez aussi les réactions des syndicats de magistrats, elles sont aussi très en colère justement contre le gouvernement qui ne les a pas du tout associés ou de façon assez apparente. Il y a eu un peu une concertation de façade pour dire oui, on a discuté, voilà. Donc là où c'est un peu tard, c'est qu'on nous a présenté quand même ce projet de loi le 9 mars, qui devait être transmis au Conseil d'État le 15 mars, et finalement l'a été le 21. Donc quand même, quand on transmet au Conseil d'État, c'est qu'on considère que le projet est ficelé. Donc c'est un peu tard pour ouvrir le dialogue. Alors après, soyons optimistes, et puis on va se dire qu'on a encore quelques semaines pour négocier, mais en réalité, on n'a pas tant de temps que ça. Tout à l'heure, on vous parlait donc en fait de cette justice de proximité qui pourrait disparaître. C'était l'un des aspects sur lequel vous insistez. Quel autre point fort aujourd'hui vous pose problème dans ce projet de loi? Alors, un point qui me paraît important, mais alors peut-être que c'est parce que c'est de mon point de vue d'avocate qui travaille avant tout en droit de la famille, c'est qu'on nous prépare aussi dans le cadre de ce projet de loi, une réforme de la procédure de divorce. Alors, bon, c'est assez spécifique, mais je pense que c'est assez révélateur quand même de l'état d'esprit de ce projet de loi qui est uniquement gestionnaire et qui est aussi révélateur du fait qu'on n'a pas été associé dans la discussion parce que on aurait pu expliquer des choses au gouvernement si on nous avait entendu avant de sortir ce projet de loi. Je le dis en 2 mots. En fait, ce qui est prévu, c'est que aujourd'hui, la procédure de divorce, elle se déroule en 2 temps. Dans un premier temps, un époux qui dit « moi, je veux demander le divorce », saisit le juge, mais sans expliquer pourquoi il demande le divorce, mais pour organiser les mesures provisoires, notamment les mesures qui vont concerner l'organisation de la vie des enfants. Aujourd'hui, ce que prévoit le projet de loi, c'est qu'on supprime cette première audience. Pourquoi ? Parce que vraiment, on est dans une logique de diminution des coûts. Ça veut dire qu'il y a 2 audiences, pour diminuer les coûts, on va en faire plus qu'une. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un époux qui va demander le divorce va devoir tout de suite dire au juge pourquoi il demande le divorce. Et notamment, s'il a des choses à reprocher à son époux, s'il fait un divorce pour faute. Ça veut dire qu'en même temps qu'on va discuter de l'organisation de la vie des enfants quand il y a des enfants, les époux vont aussi se battre sur qui a fait quoi, qui a trompé, etc. Donc on va conflictualiser le divorce, ce qui est préjudiciable pour les enfants, alors que la logique justement de la procédure de divorce était vraiment de dissocier les deux et de se dire, d'abord on organise tranquillement la séparation avec une procédure de conciliation et une audience sur tentative de conciliation, qui avait quand même un nom important, ça veut dire que le juge essayait aussi de réconcilier les époux et de faire trouver des accords sur l'organisation de la séparation, et après on discutait de pourquoi on demandait le divorce. Et là pour le coup ça paraît aussi préjudiciable aux justiciables et préjudiciable aussi aux enfants qui sont quand même très concernés par ces procédures. Dire que cela est déjà engagé aujourd'hui, est-ce que vous aurez pensé avoir la possibilité de pouvoir faire revenir l'État sur le gouvernement, sur ce projet de loi? On l'espère, c'est pour ça qu'on se mobilise, parce que sinon on se mobiliserait pas et puis on se dirait on laisse les choses comme ça et puis tant pis. Non, on espère quand même faire bouger le gouvernement, on espère être entendu, on espère être convié à la discussion une fois encore, on espère que le gouvernement nous écoute et puis considère que ce qu'on a à dire est quand même important et que on n'est pas dans une logique de défense corporatiste. On est vraiment dans une logique, c'est pas nos intérêts qu'on défend dans ce combat-là, c'est les intérêts des justiciables, qu'on a des choses à dire sur le fonctionnement de la justice, parce que nous, la justice, on la voit fonctionner au quotidien, donc on voit ce qui va et ce qui va pas. Donc oui, on espère qu'on sera entendu, qu'on participera, et puis que les choses évolueront surtout sur ce qui nous paraît le plus important.
Vous êtes vous-même avocate spécialisée en droit de la famille. Et sur cette loi particulièrement, est-ce que vous pensez sincèrement que les choses pourront bouger? Alors j'ai du mal à y croire. Je suis peut-être un petit peu pessimiste sur ce point-là. Bon, j'espère quand même, mais j'ai du mal à croire parce que ça va bouger. Mais je sais que voilà, il y a des confrères qui sont au Conseil national des barreaux et qui se battent pour ça, et j'espère qu'ils seront entendus par le gouvernement. 7 jours à Lyon. Tout ce qui fait l'actualité lyonnaise. Ce matin, nous sommes accompagnés par Maître Marion Tournet, qui est la présidente du syndicat national des avocats de France. Elle est venue nous parler de la grogne qui monte. Donc, dans le camp des avocats et également des professions qui gravitent autour de la justice. Mercredi dernier, c'était la journée Justice morte, un slogan assez fort. Maître Tournet, vous nous avez parlé de des difficultés que vous pourrez rencontrer en fait si la loi qui est proposée, présentée aujourd'hui venait à être votée. On parlait de la difficulté donc au niveau de la justice de proximité. Et dans un deuxième temps, vous en parlez également en fait au niveau des justiciables qui risqueraient de se retrouver à tout faire sur Internet parce que l'État veut faire des économies. Autre part aussi, c'est ce qui semble aussi inquiétant, c'est au niveau donc en fait de la loi sur la famille, en parlant par exemple du cas du divorce. C'est fort préoccupant parce que sur ce cas-là, est-ce que vous pensez que la question je l'ai posée mais j'insiste un tout petit peu, est-ce que vous pensez que même à ce stade, l'État pourrait reculer, enfin le gouvernement pourrait reculer sur revoir en fait cette voie-là? Oui, tout à l'heure j'étais un petit peu pessimiste. Après, peut-être qu'ils peuvent entendre effectivement nos préoccupations sur le fait que ça conflictualiserait les procédures de divorce. Alors que je pense que si on réfléchit sur le long terme, si on raisonne un peu en termes de coûts, comme raisonne un peu le gouvernement aujourd'hui, je pense qu'ils se rendront bien compte que si on conflictualise une procédure de divorce, ça veut dire qu'on va faire appel plus au juge que ce qu'on faisait avant. Alors que si on est dans une logique où, dans un premier temps, on essaie de discuter et après on discute du prononcé du divorce, ça permet aussi d'apaiser les situations, ça permet aussi de trouver des accords, parce qu'il faut quand même savoir que nous, les avocats, on est quand même beaucoup formés sur les questions de conciliation, de médiation, et qu'une grosse partie de notre travail, notamment en droit de la famille, consiste à trouver des accords. Et trouver des accords, ça veut dire moins de travail pour le juge, parce que quand on va devant le juge en lui disant écoutez, avant de venir vous voir, on a pu discuter, on a mis les gens autour de la table et on a trouvé une solution ensemble, il faut juste que vous l'homologuiez, c'est moins de travail pour le juge. Mais le problème, c'est que si tout de suite on est sur quelque chose de conflictuel parce que la loi fait qu'on va être obligé, ça va, je pense, du coup, générer plus de travail en réalité pour les magistrats. Est-ce que pour vous c'est évident, à l'observation aujourd'hui, faire reculer un tout petit peu ce projet de loi? C'est-à-dire, c'est évident que si on veut y arriver. Oui. Je vous dis, moi, alors. D'expérience, à l'observation. Je pense que le gouvernement va reculer sur quelques points, mais pour nous faire accepter tout le reste. Je pense notamment, je vous parlais tout à l'heure de notre victoire sur la question de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Je pense que ça fait partie de ces mesures qui ont été mises dans le projet de loi pour revenir ensuite en arrière et dire regardez, on vous a écouté, on a déjà modifié un petit peu les choses. Je suis cynique, mais pas tout à fait. C'est parce que je sais que parfois le gouvernement est cynique. Et ce qu'on a déjà eu finalement, quand je vous parlais tout à l'heure de la lutte qu'on a menée sur l'aide juridictionnelle en 2015, il y avait eu la même chose. C'est qu'au début on avait des propositions du gouvernement qui nous faisaient dresser les cheveux sur la tête, et du coup le gouvernement a un petit peu reculé en nous disant regardez, on est revenu en arrière, on vous a entendu, mais ce qui nous fait du coup aussi accepter des choses qu'on n'aurait pas acceptées au départ si elles nous avaient été présentées. Donc oui, ils reviendront en arrière sur certaines choses, mais ce sera stratégique. Merci Maître Marion Tournet, on va prendre quelques brèves, on vous retrouve dans quelques instants. 7 jours à Lyon. Tous les samedis de 9h à 10h. Et oui, la semaine qui s'achève a été aussi marquée par d'autres mobilisations. Et la mobilisation a été assez forte jeudi dernier dans toute la France et à Lyon pour dénoncer la politique sociale du gouvernement de la capitale des Gaules. Entre 10 et 15 000 personnes ont manifesté
entre la place Bellecour et la préfecture du Rhône pour dénoncer donc les multiples réformes engagées par le gouvernement. Dans le cortège, de nombreux fonctionnaires, des agents hospitaliers, des agents territoriaux et des enseignants notamment, mais aussi des étudiants et des lycéens. Des cheminots, eux, étaient absents, préférant aller manifester à Paris par ailleurs. Quelques échauffourées ont éclaté en marge du cortège. Et oui, l'ancien député avait dénigré le commissariat de Vénissieux sur Facebook. 3 mois de prison requis. Donc l'ancien député tunisien dans la circonscription de France de 2011-2014 avait donc convié la presse au tribunal correctionnel de Lyon vendredi dernier donc pour assister à l'audience. Les faits reprochés à Karima Souid remonte à l'été dernier. Arrivée au commissariat de sa ville, Vénissieux, bien entendu, elle souhaite porter plainte contre l'hôpital Édouard Herriot après y avoir été prise en charge par des conditions qu'elle jugeait inacceptables. Mais l'ancienne parlementaire très agitée se heurte au refus de la police. Donc cette dernière finira par la reconduire hors du commissariat. Tant que le ton commençait à monter, donc, elle publiera donc ensuite une lettre ouverte et demandera au député La République En Marche de la 14e circonscription Yves Blin de la transmettre au ministre de l'Intérieur Gérard Collomb pour l'ouverture d'une enquête interne. Sur les réseaux sociaux Facebook notamment, le 4 juillet 2017, elle dévoile sa lettre qui dénigre l'accueil et l'efficacité donc du commissariat vénitien à travers les termes, je cite, commissaire démissionnaire et incompétente, des agents de police qui vous manquent de respect et qui vous violentent quand vous êtes victime, fin de citation, ou encore, je cite, des agents de police français qui ne maîtrisent pas la langue de Molière, fin de citation. C'est donc le commissariat donc qui l'attaquait donc devant la justice pour délit d'outrage. Le procureur a requis 3 mois de prison avec sursis à l'encontre de Karima Souid, tandis que son avocat a demandé une relaxe au nom de la liberté d'expression. Depuis quelques années donc, les libraires de l'agglomération lyonnaise avaient la désagréable sensation d'être pillés. Certes, la bande dessinée donc et surtout le comic connaissent un essor retentissant, mais en faisant leur inventaire, les libraires se rendaient bien compte qu'il manquait des exemplaires. La plupart du temps, il s'agissait donc de grands classiques plus faciles à écouter pour le voleur. Cet homme âgé de 45 ans a été interpellé lundi dernier selon le Progrès. Il était devenu maître dans l'art de subtiliser les bandes dessinées dans les enseignes lyonnaises. Tintin, Astérix, DC Comics, Marvel, il ne ciblait que des titres très faciles à revendre car l'individu écroué après sa présentation au parquet donc avait un complice vivant à Charbonnières-les-Bains, âgé lui de 52 ans. Il conservait donc les bandes dessinées chez lui, puis les revendait avec une marge intéressante. Les enquêteurs ont retrouvé 4090 bandes dessinées empilées chez lui et près de 600 000 euros sur son compte. La somme et les ouvrages ont été saisis. Le reseller a été placé sous contrôle judiciaire. Retournons à notre invité qui est Marion Tourné, présidente donc, du syndicat national des avocats de France. Elle nous parle de la grogne qui monte et qui monte, qui monte. Elle nous a fait comprendre également qu'il n'y a pas que le corps des avocats, il y a d'autres corps qui gravitent autour de la justice qui sont dans l'inquiétude par rapport donc, au projet de loi déposé donc la semaine dernière. Maître Marion Tourné, on a parlé de l'aspect proximité, on a parlé du fait que demain donc la loi sur la famille, par exemple pour le cas des divorces, pourrait être en difficulté. Quel autre aspect vous pose problème dans ce projet de loi ? Alors, il y a l'aspect de la réforme aussi de la procédure pénale. Le projet de loi prévoit pour nous un affaiblissement des droits de la défense. C'est-à-dire ça veut dire qu'on va avoir toute une grande partie du contentieux pénal qui aujourd'hui relève de ce qu'on appelle de la collégialité. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'infractions qui ne peuvent être jugées que par un tribunal correctionnel composé de 3 magistrats. Parce que la collégialité, c'est important parce que ça veut dire que les magistrats, quand ils délibèrent, échangent leur point de vue au vu de ce qui a été dit à l'audience. Et qu'on a une grande partie d'infractions, de nombreuses infractions qui vont être maintenant, qui vont
passer à ce qu'on appelle à juge unique. Ça veut dire que pour ces infractions qui avant étaient jugées par 3 magistrats, ça va être plus qu'un magistrat qui va statuer. On a cette question-là. On a aussi la question de pouvoirs de plus en plus importants qui vont donner être au service de police sans contrôle judiciaire. Ça veut dire que jusqu'à présent, il y avait un certain nombre d'actes d'enquête qui étaient soumis à un certain contrôle de l'autorité judiciaire, parce que l'autorité judiciaire est gardienne des libertés individuelles, et qui finalement maintenant vont pouvoir se faire sans le même contrôle judiciaire qui était prévu jusqu'à présent. De manière pratique, qu'est-ce que ça changerait dans une procédure? Dans une procédure, ça change que du coup, il y a plus ce contrôle de l'autorité judiciaire pour vérifier que ce qui a été mis en place par les services de police a été fait conformément aux règles de droit. Ça veut dire qu'on n'a plus un peu cette sorte de contre-pouvoir qui vient vérifier que les services de police ont fait les choses correctement, et c'est quand même une garantie qui est importante dans un état de droit et dans une démocratie, d'être sûr que des actes qui sont faits par des services de police l'ont été faits conformément au droit et pas au préjudice des droits de la défense et des libertés individuelles. Quand on a échangé avec certains fonctionnaires de la police qui disaient que voilà, généralement ils attrapent les délinquants et que ces jeunes savent que par la suite vont être relaxés et ils vont de nouveau se retrouver dans la nature en train de commettre les mêmes actes, ils arrêtent et puis ils sont libres. Est-ce que c'est pas des comportements comme ça qui pourraient pousser le législateur à durcir un peu? Je pense que c'est je sais pas si c'est que ils ont plus entendu les services de police que les magistrats, c'est possible. Après, je pense pas qu'on puisse dire que des gens sont arrêtés, des petits délinquants, ils sont relaxés. Si la personne, s'il y a eu une enquête qui tient la route avec des actes de procédure qui ne sont pas soumis à une nullité parce qu'ils ont été faits correctement et qu'il y a les éléments de preuve, la personne, elle est condamnée. Après, heureusement, on ne met pas en détention les gens pour n'importe quel fait de délinquance ou pour n'importe quelle infraction. Donc il faut bien distinguer deux choses. Est-ce que les gens ils ont été relaxés, ça veut dire qu'on a estimé que l'infraction n'était pas constituée, ou est-ce qu'ils ont été condamnés, mais la peine à laquelle ils ont été condamnés, c'est pas une peine d'emprisonnement, et du coup ils se retrouvent, ils sont dehors. Mais ça veut pas dire que les choses, que la justice est laxiste, parce que c'est un peu ce qu'on dit souvent. Une personne quand elle est condamnée, cette condamnation-là, même si c'est pas de l'emprisonnement, ça se retrouve sur son casier judiciaire et ça sert comme élément plus tard, s'il y a une nouvelle infraction qui est commise, pour prononcer une peine contre cette personne. Chamet, voyez-vous, vous l'avez dit, c'est l'impression que l'on a parfois face dans certaines situations où des condamnations sont prononcées et que ceux qui sont même condamnés semblent ne pas être dissuadés. Ils multiplient, surtout de ceux qui sont, j'ai fait allusion aux jeunes délinquants le plus souvent. Et ça donne l'impression qu'on a une justice laxiste. Oui, mais c'est une impression, et je pense que si on assiste aux audiences au tribunal correctionnel et qu'on voit comment ça fonctionne on voit ce que peut être l'avenir de ces personnes-là qui commettent plusieurs actes de délinquance, on voit bien que non, la justice, elle est pas laxiste et que c'est vraiment une erreur de le penser. Il suffit, je pense, d'aller passer une après-midi aux comparutions immédiates pour voir que les gens partent parfois assez rapidement en détention pour parfois des faits qui pourrait justifier qu'on parte pas en détention, mais qu'on aménage des peines ou qu'on prévoit une autre peine. Donc je pense pas qu'on puisse parler de justice laxiste, et je pense qu'il faut faire attention à ce discours qui va dans un sens négatif, parce que une fois encore, toutes ces règles-là, ces règles qui sont prévues dans le code de procédure pénale, quand on parle de droit de la défense, etc., c'est parce que c'est ce qui préserve notre état de droit et notre démocratie. Ça veut dire qu'il faut à un moment donné qu'il y ait des garanties, et que donner trop de pouvoir à un pouvoir, par exemple donner trop de pouvoir au service de police ou donner trop de pouvoir au parquet, on met en péril cet équilibre-là qui est nécessaire pour notre démocratie, pour l'état de droit. 7 jours à Lyon, tous les samedis de 9h à 10h. Nous rentrons dans les 5 dernières minutes de ce magazine, et amis auditeurs, pour ceux qui nous prennent le tramage, que maintenant notre invité c'était et c'est encore Maître Marion Tournet, présidente du syndicat national des avocats de France. Elle nous parle de la grogne qui monte dans le corps des avocats et aussi de tous les corps de métier qui gravitent autour. Cher maître, vous dites tantôt effectivement que vous avez des actions qui sont prévues. Est-ce qu'il y a lieu d'espérer que le gouvernement, au vu des revendications qui sont faites, puisse fortement reculer et revoir dans le fond, effectivement, ces différentes, toute cette loi, de manière générale, qui ont été présentées?
En tout cas, on va tout faire pour. On va continuer à se battre pour que le gouvernement revoie sa copie. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que sur certains points, le gouvernement va reculer. Après, il ne faut pas que ce soit des reculs qui sont faits juste quelque part pour nous faire accepter tout le reste et en tout cas ce qui est inacceptable. Donc, en tout cas, nous, on va continuer à se battre pour ça parce que c'est dans l'intérêt de nos concitoyens, c'est dans l'intérêt de la démocratie et qu'on espère que notre discours et notre combat va être entendu par le gouvernement. Il y a une mobilisation prévue vendredi prochain, vendredi 30. Oui, exactement. Alors, c'est une mobilisation qui est prévue au niveau national, puisque un certain nombre de syndicats, de magistrats, greffiers et avocats ont appelé à une journée de mobilisation. Il faut savoir que les instances représentatives de la profession d'avocat ont appelé à se joindre à cette journée de mobilisation intersyndicale. Donc, il va y avoir des événements qui vont être prévus un peu partout. Ça va être que le début, que le début, c'est, on va dire, le milieu de la mobilisation, parce qu'il va y avoir aussi d'autres journées qui vont être organisées par la profession. Il devrait y avoir un rassemblement à Paris, si je me rappelle bien la date, je crois que c'est le 6 ou le 11 avril. Donc il va y avoir, les prochaines semaines vont être ponctuées de différentes mobilisations jusqu'à ce que le gouvernement nous entende. Et si jamais le bras de fer continue, qu'est-ce qu'il est prévu pour le moment ? Alors, pour le moment, à Lyon, il y a uniquement cette journée du 30 mars qui est prévue. Dans d'autres barreaux, il faut savoir que la grève qui a commencé le 21 mars continue. Un certain nombre de barreaux ont voté pour une grève illimitée. Donc, il y a ce qui pénaliserait aussi davantage les justiciables. Oui, mais comme toute grève, et en même temps, tout ça, on le fait pour l'avenir des justiciables, parce qu'il y a des choses qui se jouent aujourd'hui. Il faut bien prendre conscience que c'est l'avenir du fonctionnement de la justice qui est en péril, et que ce qui peut aujourd'hui porter préjudice à un justiciable pour un jour d'audience, c'est l'intérêt de tous les justiciables qu'on défend pour l'avenir. Cher maître, merci beaucoup de votre disponibilité. Merci pour votre invitation. On espère vous avoir prochainement pour nous éclairer sur d'autres questions concernant le droit. Excellente journée. Amis auditeurs, notre magazine arrive à son terme. On vous remercie d'avoir été des nôtres ce matin. C'est pas toujours évident d'être debout le samedi matin. On espère qu'effectivement que l'éclairage de maître Marion Tournet, présidente du syndicat national des avocats de France, vous a apporté une information supplémentaire. Excellente journée à tous et à samedi prochain. C'était 7 jours à Lyon. Bonne semaine avec Radio Pluriel.